Mesdames, si bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux devant votre petit écran pour cette autre édition hebdomadaire du programme Fenêtre sur le monde. Dans les 1800 secondes à venir, nous aurons donc l'occasion de faire un voyage dans le monde avec des escales un peu de partout. Pour l'instant, on va commencer notre programme avec un arrêt dans le continent africain. A tout de suite. Alors, continent africain, débutant avec la RDC, la République démocratique du Congo, où le nouveau premier ministre de ce pays est donc connu. Il a été nommé au courant de la semaine. Son nom, Sylvestre Ilunkamba, a donc été nommé par décret du président Félix Tshisekedi. Qui est ce dernier? Plus de connaissances avec la rédaction de France 24. Il aura donc fallu quasiment 4 mois de négociations entre Félix Tshisekedi, le président, et son prédécesseur Joseph Kabila pour tomber d'accord sur le nom du nouveau Premier ministre. Il s'agit donc de Sylvestre Ilunkamba qui était jusqu'à présent président de la Société nationale de chemin de fer. Il a notamment été ministre sous Mobutu Sese Seko au début des années 90. Joseph Kabila avait proposé d'autres noms précédemment à Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République, mais ce dernier estimait que les noms proposés étaient trop associés au régime et à l'ère Joseph Kabila. Monsieur Ilunkamba est donc issu du FCC, la plateforme politique de Joseph Kabila. Cela était prévu puisque cette plateforme a une majorité de sièges au Parlement. Monsieur Ilunkamba s'est déclaré honoré. Cela est selon lui une haute responsabilité, ce poste de Premier ministre, puisqu'il estime que le pays vit une période cruciale de son histoire. Il se dit prêt à travailler pour améliorer la vie des Congolais et dans les prochains jours, nous attendons comme première étape la formation d'un gouvernement. Au Gabon, affaire Kevanzingo, on en parle toujours. Il faut rappeler que la défense des présumés accusés, n'est-ce pas, condamne donc la procédure judiciaire utilisée par la justice gabonaise. Selon cette commission, ces défenseurs, cette procédure semble être fausse. Voici le récit de la rédaction de Gabon 24. Nouveau rebondissement dans l'affaire Kevanzingo. Après les autorités judiciaires, la présidence de la République et la déclaration du porte-parole du gouvernement, la partie des accusés a communiqué à son tour et condamne la procédure judiciaire entamée qui, selon elle, est fausse. C'est vrai qu'il revient au procureur d'apprécier l'initiative des poursuites, mais pour autant, lorsque la loi dit qu'un procès verbal de constatation doit être dressé par un agent des eaux et forêts, mais il faudrait que ça soit fait. Si ce n'est pas fait, le procureur ne peut pas poursuivre sur d'autres actes. Pour Maître Minko Mindong, avocat des accusés Wifang et 3e Transit, au-delà de la présomption d'innocence qui est consacrée dans la constitution gabonaise, il y a que la procédure fille de la liberté doit être respectée. Lorsque quelqu'un est poursuivi devant les tribunaux, il doit avoir la possibilité de pouvoir se défendre. Mais on ne peut pas, alors même qu'on n'a pas encore été entendu par un juge, être déjà jugé à travers les médias. On ne peut pas déjà porter des accusations sur un individu en le présentant comme étant le chef d'un réseau de trafic, notamment dans l'affaire du Kevanzingo. Cette sortie de l'avocat des accusés dans l'affaire du trafic du Kevanzingo vient relancer le débat et peut-être remettre en question les conclusions tirées jusque-là. L'avenir nous le dira. Parlons du Ramadan à présent et cette période qui se poursuit donc malgré la chaleur. Il faut dire que certains musulmans essayent tant bien que mal de tenir à leur foi mais également à leur métier. La rédaction de Télé Tchad a rendu visite à quelques-uns parmi eux. Voici le récit. Il est 12 heures. Munis de tournevis, ces hommes se livrent à leur exercice quotidien de réparation de véhicules. Et ça, malgré la soif et la chaleur qui donnent un sens au mot ardent. À plus de 45 degrés à l'homme, les mécaniciens mènent normalement leurs activités.
Le Ramadan ne peut en aucun cas les empêcher de remplir leurs tâches. Il fait très chaud, mais nous sommes obligés de travailler pour notre survie. En temps ordinaire, ils peuvent réparer plus de 6 véhicules par jour, contre 2 véhicules réparés. Motif, la fatigue, comme en témoin, ces bricoleurs visiblement fatigués. Vraiment, c'est pas facile avec cette chaleur et la fatigue. Mais en tant que musulmans, on n'a pas le choix. Malgré la canicule et la fatigue, ils tiennent à leur foi et à leur métier. Car un adage dit, l'on gagnera son pain à la sueur de son front. Allez, on va dire beaucoup de courage aux fidèles musulmans et rappelle également que nous sommes à quelques jours seulement de la fin de ce jeûne. Allez, allons-y en Tunisie où notamment des milliers de personnes venues à Djeba. Djeba, c'est une ville tunisienne pour le pèlerinage juif de la Guirba. Reportage France 24. À Djerba, la Guirba est un moment de rassemblement avec la communauté juive en Tunisie, qui ne compte plus que 1500 personnes. Le ministre du Tourisme est le premier ministre juif du pays depuis des décennies et l'un des anciens organisateurs du pèlerinage, une sécurité de plus pour les pèlerins venus du monde entier. On ne venait pas parce qu'on avait peur, il faut dire la vérité. Et que maintenant tout est ouvert, que le Trabelchi est un ministre et on est le cœur ouvert avec lui. La Guirba, c'était une très grande histoire de des années et des années. Mes parents, ils venaient tous les ans. Moi, j'avais 15 ans comme j'ai connu la Guirba. Plusieurs centaines de policiers et militaires sont déployés sur l'île pour protéger les pèlerins. En 2002, un attentat suicide contre la synagogue avait fait 21 morts. Ce dispositif de sécurité rassure les hôteliers car le pèlerinage est aussi le signe de la reprise de la saison touristique. L'hôtel c'est plein. Notre clientèle, c'est la clientèle de la Guirba, ce sont les pèlerins pour 2019. Pour 2018, c'était presque 250 clients. Cette année, nous sommes à 650 clients. Donc c'est presque le double par rapport à l'année dernière. Eva et sa fille Anita sont venues tôt pour allumer les bougies en guise de prière et déposer des œufs dans une grotte avec les noms des proches, une tradition typique de ce pèlerinage. La coutume, c'est qu'on mette des noms sur des œufs et que pour que tous les vœux, les gens qui sont malades, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, puissent se réaliser. Donc on y croit et que c'est très important de le mettre. Donc c'est une tradition pour nous de le faire. Le pèlerinage se déroule cette année en même temps que le mois de Ramadan, pour la première fois depuis 32 ans, une invitation à la cohabitation entre les religions. Djerba, elle est connue par le vivre ensemble, par la tolérance, par la paix. Et je pense que c'est l'endroit idéal et c'est l'endroit unique au monde où toutes les communautés vivent ensemble en paix. Et pour ouvrir la marche à ce message de paix, le premier jour des célébrations s'est terminé par une rupture du jeûne interreligieuse avec musulmans, juifs et chrétiens. Voilà, terminons l'actualité dans le continent africain avec le 7e art qui est donc en honneur du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'une cérémonie de récompense à l'intention des réalisateurs a été organisée de ce côté-là. Plus de précisions dans ce reportage d'Africa 24. Kadi Touré est la meilleure actrice de cinéma de Côte d'Ivoire selon le jury de la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Pour Kadi Touré, actrice principale du film L'Interprète, remporter le trophée après 10 années de carrière est un encouragement qu'elle apprécie à sa juste valeur. C'est ma première fois de recevoir un prix. C'est-à-dire qu'en tant que productrice, j'ai fait des films qui ont reçu des prix, mais moi-même personnellement, c'est la première fois que mon travail est récompensé en tant qu'individu. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour moi, le cinéma, c'est le miroir de la réalité. C'est-à-dire on véhicule tout ce qui se passe dans la réalité. C'est un miroir qui est intemporel. Et on y croit. Et Dieu merci, ce genre d'événement vient en fait nous encourager encore, nous reconforter dans le fait qu'on a bien choisi. Pour la promotrice de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, cet événement vise à reconnaître le talent de tous les acteurs, réalisateurs, scénaristes et techniciens dont le travail permet de faire rêver le public. Le cinéma est en expansion, il est vraiment en pleine évolution. Le cinéma, l'audiovisuel, et
On espère que ce genre d'événement va permettre aux professionnels de rechercher plus d'excellence, de rechercher à respecter les standards internationaux et de rechercher à briller plus à travers le cinéma et toutes les productions audiovisuelles. Au niveau de la réalisation, Alex Ogou a été doublement distingué. Il a remporté le prix de la meilleure série télé et la Nissa d'or grâce à la série à succès Invisible, retraçant la vie des enfants en conflit avec la loi. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce que nous avons réservé pour vous dans le cadre de l'actualité dans le continent africain. À présent, rendons-nous dans le plus vieux continent, le continent européen. L'Europe est animée tout au long de la semaine, et ce avec les semaines à venir, par les élections européennes. Il faut donc dire que la Grande-Bretagne a ouvert le bal de ces élections et le Brexit au centre des préoccupations anglaises. Reportage France 24. Le Brexit tarde à venir et devant le Parlement de Westminster, les deux camps s'opposent plus que jamais. We always talk to each other. We may not agree with each other. Do you want him around you? Yes or no? No. Right. Can you just go there? That's all we're asking. Simple. À Londres, 60% des gens ont voté pour rester dans l'Union européenne. Le monde des affaires n'est pas seul à s'inquiéter du Brexit. Arup Roy est musicien et DJ. Son label indépendant vend des albums à travers le monde, dont 70% en Europe. Bientôt, les règles changeront. Aujourd'hui, c'est très simple. Pas besoin de remplir des formulaires de douane. Et les frais d'envoi par la poste sont assez faibles comparés à d'autres endroits. Pareil pour voyager, quand je vais mixer dans des soirées à l'étranger, pas besoin de visa ou permis de travail. C'est simple aussi de prendre l'avion depuis l'Europe. Arup a vécu à Londres dans une résidence universitaire au même étage que Ben, un conservateur qui lui a milité pour le Brexit. Beaucoup de gens ont voté pour sortir de l'Europe parce qu'ils en avaient assez des politiciens britanniques qui, selon eux, les représentaient pas. Ils disaient qu'il fallait que le peuple reprenne le contrôle, mais au final, ils redonnent le contrôle à ces mêmes politiciens. C'est contradictoire. Une discussion sur le Brexit sans hausser le ton, c'est rare en Angleterre. Les gens ont été forcés de choisir un camp. Ça a divisé des familles, mais aussi au travail, dans les affaires, dans beaucoup de milieux. Le pays est fracturé et même le parti conservateur se déchire. L'accord de sortie de l'Union européenne obtenu par le gouvernement n'a pas convaincu. Ben en veut à la première ministre Theresa May. Pour lui, le Brexit doit permettre au pays de retrouver sa splendeur d'antan. Si nous agissons correctement, alors la Grande-Bretagne pourra à nouveau naviguer dans le monde, comme les grands aventuriers marchands que nous étions depuis le Moyen-Âge. Ben a rendez-vous pour une conférence sur les vertus du nationalisme. Dans la salle, que des eurosceptiques. Certains sont même candidats au scrutin européen. C'est la dernière chose que je voulais faire, participer à ces élections européennes 3 ans après le vote pour sortir. Mais en fin de compte, le problème n'est toujours pas réglé, et ne pas y participer aurait été comme déserter durant la bataille. Le Brexit a redessiné le paysage politique avec l'apparition de nouveaux partis. La population, elle, veut la fin de l'incertitude. Un sondage montre que 83% des gens en ont assez d'entendre parler du Brexit. Restons en Grande-Bretagne pour parler justement de l'actuel Premier ministre Theresa May, un ballottage défavorable. Voilà, ce qui sans doute risque de la pousser vers la porte de sortie. Plus de précisions avec Euronews. En ce jour de vote des Européennes au pays du Brexit, Theresa May ne doit plus savoir à quel saint se vouer. Son plan de la dernière chance pour le Brexit a été rejeté par les députés et lui a valu une nouvelle démission. Andrea Leadsom quitte le navire et ce départ n'aide en rien le processus de Brexit. Dans sa lettre de démission, l'ex-ministre en charge des relations avec le Parlement dit ne plus croire que l'approche du gouvernement aboutira. Je soutiens totalement le Brexit depuis 3 ans et je ne pouvais pas, en tant que leader de la Chambre des communes, prendre la parole demain et dénoncer un projet de loi qui, à mon avis, contient des éléments que je ne peux soutenir et qui ne correspondent pas au Brexit.
Cette démission était difficile à accepter pour la première ministre britannique qui avait déjà eu une journée très dure à la Chambre des communes. Hier, Theresa May a eu droit à de vives réactions, que ce soit de la part de ses adversaires habituels. Ce gouvernement est trop faible, trop divisé pour sortir ce pays du pétrin qu'il a créé. Je suis sûr que personne ici ne se laissera berner par les propositions de la première ministre. Ou par les députés de son propre parti conservateur qui mettent en doute l'efficacité de ses décisions. Que dit la première ministre aux nombreux citoyens qui pensent que le gouvernement aurait dû tenir sa promesse de nous faire sortir le 29 mars, avec ou sans projet de sortie? Mais Theresa May reste ferme contre vents et marées. Je n'ai pas changé d'avis quant à la question d'un deuxième référendum. Je crois que nous devrions mettre en place ce pourquoi la population a voté lors du premier référendum qui a eu lieu sur cette question. Le Royaume-Uni fait partie de l'aventure européenne depuis 1973 et si Theresa May doit partir prochainement, on ne sait toujours pas quand et comment aura lieu ce Brexit. Et justement, au sujet de ce Brexit, la France réagit avec Nathalie Loiseau, qui est donc tête de liste de la République En Marche, le parti du président Emmanuel Macron. Elle estime donc que le Brexit, c'est la faillite des populismes. Plus de détails dans ce reportage d'Euronews. Alors que Theresa May a présenté ce mercredi son nouveau projet d'accord de Brexit devant les parlementaires, la classe politique française s'inquiète de ces nouveaux rebondissements. Interviewée par RTL ce mercredi, Nathalie Loiseau, la tête de liste de la République En Marche, s'est dite perplexe. On n'y comprend plus grand-chose, pour être honnête. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la démocratie britannique. Et de toute façon, je pense qu'en Europe, on doit se respecter. On doit respecter le vote de 2016, quoi qu'on en pense. Donc il ne faut pas de nouveau référendum? C'est aux Britanniques de décider, c'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Oui. Mais il faut aussi qu'ils nous laissent faire autre chose que les attendre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 ans, on a vendu aux Britanniques une solution simple, facile, qui allait rapporter gros, qui était de sortir de l'Union européenne. 3 ans plus tard, tout est prétexte pour essayer d'y rester, encore un petit peu, ou d'y rester tout court. C'est la faillite des populistes et des formules à l'emporte-pièce. Le nouveau texte est présenté par la première ministre britannique comme l'accord de la dernière chance. Il sera soumis au vote de la Chambre des communes dans la semaine du 3 juin. Du côté de la France, il faut dire également que le siège de Bayer Monsanto, transformé donc en chaos environnemental, une façon pour les défenseurs de l'écologie de montrer aux yeux du monde qu'il est important de sauvegarder la planète. Le reportage d'Euronews. L'espace d'une heure, le hall du siège de Bayer Monsanto s'est transformé en véritable chaos environnemental. Une cinquantaine de militants vêtus de blouses blanches ont investi les locaux en région parisienne pour dénoncer, je cite, « les activités mortifères du géant de l'agrochimie empêtré dans le scandale du glyphosate ». À l'origine de cette action, plusieurs organisations dont Attaque et Radiaction. Par cette action, nous voulons montrer le modèle destructeur que Monsanto promeut depuis des dizaines d'années, et notamment l'usage destructeur des pesticides pour la biodiversité et le vivant en général. Aujourd'hui, il faudrait obliger ces multinationales à reconnaître la nocivité de leurs produits, à ce qu'elles indemnisent les victimes, que ce soit les personnes ou je dirais même les dégâts environnementaux plus généralement, à interdire ces produits. La Confédération paysanne, qui a elle aussi participé à cette action de désobéissance civile, a annoncé son intention de porter plainte contre Bayer. Les organisations réclament également l'arrêt de la production du glyphosate avant 2021. Une porte-parole de Bayer France a indiqué que le groupe était prêt à discuter de ses activités, tout en regrettant, je cite, la forme de cette manifestation à l'encontre de l'entreprise. Voilà, c'est aux fidèles téléspectateurs ce que nous avons réservé pour vous dans le cadre de l'actualité dans le continent européen. À présent, rendons-nous en Amérique et bien sûr en Asie. Débutons par les USA pour dire que, accusé par Nancy Pelosi de couvrir ses fautes, Donald Trump n'a pas attendu pour se faire entendre. Il a une fois répliqué aux propos de Nancy Pelosi. Plus de précisions dans cet élément d'Euronews. La rencontre n'a pas duré plus de 5 minutes.
Alors qu'ils étaient censés discuter d'un vaste programme d'infrastructure, le président américain Donald Trump a coupé court à la réunion avec la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Le président américain n'a pas supporté les accusations de la démocrate. Selon elle, Donald Trump mène une opération de dissimulation dans l'enquête sur les soupçons de collusion avec la Russie pendant sa campagne. Cette rencontre avait été calée à 11h il y a plusieurs jours et soudain j'entends hier qu'ils organisent une rencontre juste avant la nôtre pour évoquer une destitution. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Je ne parle pas aux Russes de campagne électorale. Quand je suis allé dans le Wisconsin ou dans le Michigan ou en Pennsylvanie, je ne me dis pas « Oh allez, appelons la Russie ». Nancy Pelosi a évoqué des faits qui pourraient justifier une procédure de destitution du président américain. Une déclaration remarquée de la part de la chef des démocrates qui jusque-là tentait au contraire de décourager son parti à se lancer dans une procédure risquée en vue des élections de 2020. Aux Émirats arabes unis, il faut dire que l'Arabie saoudite n'a pas suivi les menaces américaines lors d'une rencontre de l'OPEP. Ils ont tenu à ne pas augmenter le rythme de production de pétrole cette année. Plus de précisions dans ce reportage. Pas d'augmentation du rythme de production du pétrole à prévoir. C'est ce qui ressort d'une importante réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à Jeddah en Arabie Saoudite ce dimanche. Car malgré les sanctions américaines en Iran et la crise au Venezuela qui ont fait que la production de ces deux pays a chuté, les stocks mondiaux augmentent et cela inquiète l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. À son plus bas niveau en 5 ans, la production iranienne pourrait chuter en mai à des niveaux sans précédent depuis la guerre Iran-Irak dans les années 80. Le niveau de production de pétrole décidé par l'OPEP l'an dernier devrait donc rester le même à hauteur de 1,2 million de barils par jour. Fin 2018, une hausse des stocks avait entraîné une forte chute des prix. Terminons avec l'Inde pour dire qu'après plus de 6 semaines de vote et près de 900 millions de votants, les législatives en Inde ont donné raison à Narendra Modi, ancien Premier ministre. Les précisions dans ce reportage d'Euronews. Jamais un scrutin démocratique n'avait mobilisé autant d'électeurs. 67% des 900 millions d'inscrits ont déposé leur bulletin dans l'urne. 900 millions, c'est plus que la population de l'Union européenne et celle des États-Unis réunis. C'est aussi 10% de plus que lors des précédentes législatives indiennes il y a 5 ans. Pour permettre à tout ce monde d'aller voter et surtout de surveiller le scrutin, les 29 États fédérés ont voté à tour de rôle répartis sur 7 phases, 6 semaines de vote, 38 jours très exactement. 1 million de bureaux ont été mis en place 15 fois plus qu'en France afin qu'aucun électeur n'ait à parcourir plus de 2 km pour aller déposer son bulletin. Un défi logistique hors norme qui a nécessité la mobilisation de plus de 11 millions d'agents électoraux. 8000 candidats se sont présentés pour 543 sièges à pourvoir. Le scrutin s'est transformé en référendum pour ou contre le Premier ministre sortant, le nationaliste hindou Narendra Modi. Un référendum gagné, puisque selon les résultats partiels, il l'emporte avec la majorité. Voilà, vous l'aurez sans doute remarqué, il s'agit là d'un récit proposé par la rédaction de France 24. C'est tout pour le continent américain et asiatique. Retrouvons-nous tout de suite pour la prochaine rubrique de notre émission, à savoir « Ils ont dit ». À propos de « Ils ont dit » de ce jour, fidèles téléspectateurs, parlons de l'ENA, l'École nationale d'administration française. Il faut donc dire que le président français Emmanuel Macron, il y a quelques jours, avait donné quelques raisons qui le motivaient donc à supprimer le fonctionnement de cette grande école. Écoutons-le. J'ai vu que des rumeurs ces derniers temps avaient beaucoup animé les discussions sur ce sujet. Il ne s'agit pas de simplement supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles, non. Notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable.
Nous lui devons beaucoup. Elle a bâti ce que nous sommes, elle a pris beaucoup de responsabilités. Et je suis profondément attaché au modèle méritocratique, un élitisme républicain qui fait qu'on attire dans l'État les meilleurs pour pouvoir régler les problèmes les plus complexes. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Mais je ne crois pas, sur ce sujet, je ne crois pas du tout, en quelque sorte, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. On va changer le classement de sortie, on va changer... Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA, j'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a quand même mis fin à ce qui précédait, c'était parfois les avantages, le copinage, le concours de bonne manière ou des choses qui étaient beaucoup plus approximatives. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir, en s'inspirant d'ailleurs beaucoup de la philosophie de 1958. J'ai beaucoup relu les textes qui avaient inspiré particulièrement Michel Debré au moment de ses travaux, mais je crois qu'on doit avoir un geste large. Ce sera l'ambition de M. Thiriez. Merci à nos amis de la rédaction de l'Observateur. Il faut dire que ce dossier est encore sur la table de négociation. Allez, terminons notre programme avec cette dernière rubrique, fidèles téléspectateurs, bon à savoir. Les réfugiés n'ont jamais cessé de débarquer du côté de l'Italie, notamment à Lampedusa. Tels sont donc là les propos du Premier ministre italien Matteo Salvini, qui mène donc un combat acharné pour bloquer la débarque des réfugiés vers l'Italie. Le reportage d'Euronews. Il l'a répété à maintes reprises, les ports seront fermés aux migrants. Cette phrase est devenue un véritable slogan pour le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, qui a déclaré la guerre aux navires des ONG. Ces derniers devront bientôt payer une amende de 5 000 € par migrant sauvé. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure cette propagande a servi pour les prochaines élections européennes. Nous sommes à Lampedusa et voici Mare Jonio, le dernier bateau de sauvetage saisi par les autorités italiennes. Une enquête a été ouverte, nous ne sommes pas autorisés à filmer à bord. Le capitaine et le propriétaire du navire refusent de nous parler car ils attendent d'être entendus par les procureurs. L'ordre de saisie du bateau a été annoncé plusieurs heures avant même que l'équipage n'en soit informé. Notre crime, si cela peut être considéré comme un crime, est de ne pas avoir appelé les autorités libyennes. Si nous devons ramener toutes les personnes que nous avons sauvées, eh bien cela signifie que notre monde marche sur la tête. La Libye est en guerre en ce moment. Quand ils nous demandent de faire la liaison avec les autorités libyennes, nous nous demandons qui sont les personnes derrière les gardes-côtes libyens. Avec quelle force armée devons-nous coopérer pour décider du sort de ces personnes ? Malgré la fermeture des ports par Matteo Salvini, plus de 60 migrants ont été sauvés en mer grâce à ce bateau et grâce à la marine italienne le même jour. Ce n'est pas la première fois depuis la prise du pouvoir de ce gouvernement. Lampedusa est l'île qui compte le plus grand nombre de débarquements dans le pays. 90% sont des arrivées indépendantes, les fameux navires fantômes. La plupart de ces bateaux n'ont pas été signalés. Le problème est la campagne de publicité qui est faite sur cette question. Le but de cette campagne est d'effacer Lampedusa et d'indiquer aux Italiens que les immigrants ne peuvent plus arriver ici et que les ports sont fermés. Mais la réalité est différente. Dans la vie réelle, les réfugiés n'ont jamais cessé de débarquer ici à Lampedusa et les ports sont ouverts. Par conséquent, tout ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur ne correspond pas à la réalité. Pour la première
première fois depuis des mois, la Ligue de Matteo Salvini perd du terrain selon les sondages. Mais les membres du parti affirment que le gouvernement n'a rien changé à sa politique migratoire. Absolument pas. À la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Tout le monde peut voir comment la situation a changé. Il n'y a eu que quelques cas isolés dans lesquels les ports étaient ouverts. D'après la Ligue, les navires des ONG font campagne contre le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces navires de sauvetage d'ONG qui se battent contre le ministre de l'Intérieur, qui exploite ces migrants. Lampedusa est devenu le symbole de la culture de l'accueil ici en Italie depuis le début de la crise migratoire. Et même si le nombre d'arrivées a diminué, l'île ne veut pas être oubliée. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce que nous avons prévu pour vous en cette semaine. En cette fin de semaine, nous sommes dimanche 26 mai 2019. Allez, on va dire merci aux rédactions sœurs qui nous ont envoyé toutes ces images, qui nous ont permis de vous proposer en ce jour. Merci également à Thierry Dieu béni Bangala et Thierry Mvogo qui ont réalisé cette émission. Donnons-nous rendez-vous dimanche en 8 pour une autre émission de Fenêtre sur le monde. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne fête à toutes les mères. Bye bye.